multiniveau. La modélisation multiniveau. Donc, il faut savoir que la plupart des études, en fait, portées vraiment au niveau de la santé, par exemple, les participants sont souvent recrutés au sein des organisations, ou bien peut-être peuvent recruter au sein des cliniques, ou bien les milieux de travail, les écoles, par exemple. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'inclusion de ces participants qui proviennent d'une même organisation représente à la fois une opportunité de recherche et mais en même temps, c'est un défi, en fait. Par exemple, si on fait une étude, par exemple, sur les écoles, mais sur les étudiants, mais on va regrouper des étudiants par école. On va regrouper des étudiants par, pensons au niveau universitaire, des étudiants de l'INPHB, les étudiants de Nangui Abougou, les étudiants de Cocody, etc. C'est une opportunité, en même temps, c'est un défi pour l'analyse. Sur le plan des opportunités, par exemple, l'inclusion de plusieurs milieux ou bien de plusieurs universités dans ce cas-là, par exemple, permet d'étudier le lien entre les caractéristiques de ces environnements et aussi ce qu'on veut vérifier en fait. On arrive à voir le lien non seulement entre ce qu'on veut, notre variable principale, mais on peut avoir le lien entre nos variables principales et les caractéristiques de l'environnement. Ça, c'est en termes d'opportunité. Mais en termes de défis, en fait, on va remarquer que cela requiert en fait des techniques d'analyse qui sont particulières. Parce qu'on va voir que c'est comme si chaque participant vient d'une classe en fait. Par exemple, les étudiants, certains étudiants viendront de l'INP, certains étudiants viendront de l'université. Donc, on voit qu'il y a une certaine corrélation entre ces étudiants, dépendamment du groupe auquel ils sont issus, en fait. Et on va voir qu'on est en train de violer des assumptions. Si on veut faire un modèle linéaire régression, par exemple, il y aurait une dépendance. Pourtant, tout à l'heure, ma collègue a présenté, il faut une indépendance, en fait, des observations. Donc, c'est le défi, en fait, pour ce type d'analyse. Et d'où la nécessité, en fait, de la modélisation multiniveau. L'analyse multiniveau, par exemple, permet d'exploiter, en fait, comment on appelle ça? Je veux dire, en fait, permet d'exploiter des échantillons, en fait, où des personnes sont nichées dans des organisations, tout en éliminant le problème lié à l'indépendance des données. Donc, quand est-ce qu'on sait qu'on doit faire, mais quand est-ce qu'il faut faire recours à l'analyse multiniveau? C'est une analyse complexe. Un conseil que je vais donner à chacun de vous ici, c'est que, en termes d'analyse, en fait, si une analyse simple peut faire notre travail, on commence par l'analyse simple, en fait. Ça ne sert à rien de proposer une analyse ou une méthode complexe lorsque le problème est aussi simple. Si je veux prédire, en fait, je vais prédire X et j'ai une variable Y, pardon, je vais prédire Y avec une variable X, je vais simplement faire une régression simple. Je n'ai pas besoin d'aller faire quelque chose d'autre en fait. Le problème qu'on me résout est simple, la méthode est simple. Donc, la modélisation multiniveau en fait, c'est une bonne méthode, mais il faut avoir une raison de vouloir l'utiliser. Parce qu'au niveau de la modélisation, en fait, c'est complexe. Donc, quelles sont les raisons qui peuvent justifier une utilisation ou un recours à l'analyse multiniveau? Condition numéro 1. C'est-à-dire, comme je disais, en raison de sa complexité statistique, il est indispensable de s'assurer de sa nécessité avant de l'utiliser. Il y a deux conditions essentielles. La première condition, c'est d'avoir des données qui sont nichées, des élèves qui sont nichés dans des écoles, des patients qui sont nichés dans des cliniques. Donc, il faut avoir des données nichées. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir une dépendance réelle des observations caractérisées par une homogénéité intragroupe. Donc, voici deux conditions nécessaires, essentielles pour utiliser la modélisation multiniveau. Donc, on ne se lève pas un matin pour dire, on m'a dit de faire un travail, je vais utiliser une méthode complexe, je vais utiliser la modélisation multiniveau. Quelles sont vos justifications? Si ces deux conditions, l'une ou l'autre sont remplies, alors vous avez une justification pour faire recours à cette analyse multiniveau. Donc, une chose à savoir ici, c'est qu'un exemple, en fait, voici un exemple de structure hiérarchique à deux niveaux. Donc, on voit une classe, par exemple. On veut faire une analyse, en fait. On veut voir, par exemple, quel est voilà, le degré, en fait,
de maturité, par exemple, des élèves et tout, du CM1, par exemple. Donc, on va prendre des élèves qui sont issus des différentes classes. Ici, on va voir que le niveau 1, ce sont des élèves. On veut des informations sur le niveau 1, en fait. Mais le niveau 1, en fait, est niché dans le niveau 2, en fait. Dans le même temps aussi, on doit prendre compte des niveaux 2, en fait. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un enseignant spécifique dans la classe 1 qui aide à augmenter le taux de maturité des élèves qui sont dans la classe 1, comparé aux maîtres de la classe 2, par exemple. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de contrôler, en fait, en faisant niveau 1, niveau 2. Voilà, donc, c'est ici un exemple. On peut montrer encore un exemple de structure hiérarchique à 3 niveaux. On peut avoir peut-être au niveau 1 des élèves qui sont dans des classes, au niveau 2, et en même temps dans des écoles. Voilà, donc quelqu'un peut dire, bon, pourquoi pas faire fi de ces deux niveaux, en fait, et puis juste prendre des données sur les élèves et puis modeler, en fait. Mais comme on a dit, on viole la condition de l'indépendance qui est exigée lors de la régression linéaire multiple. Donc, il y a un problème. Donc, d'où le recours à la modélisation la modélisation multiniveau. Ensuite, quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes à franchir lorsqu'on veut faire une modélisation multiniveau? Donc, il faut construire déjà un premier modèle qu'on appelle le modèle 0. Ce premier modèle, en fait, c'est un modèle de ce genre. C'est pour ça qu'on veut prédire, en fait, le rendement mathématique des élèves qui sont nichés dans des classes. Donc, il faut construire déjà un modèle 0. C'est-à-dire, c'est un modèle dont on prédit seulement l'intercept, qui est B0. Donc, prédit seulement, on veut juste prédire B0, en fait, c'est tout. Donc, c'est ce qu'on fait dans le premier modèle. Ce premier modèle, en fait, va nous donner un coefficient qu'on appelle une corrélation intra-classe. Si il y a une corrélation, par exemple, intra-classe, disons de 70%, alors on peut considérer qu'il y a une dépendance entre les niveaux, en fait. Donc, il y a un certain niveau de corrélation intra-classe qu'il faut franchir, en fait, pour considérer qu'on a une analyse, en fait, en multiniveau ici. Donc, c'est le but du modèle 0. Donc, c'est le premier modèle à construire. Après le modèle 0, il faut maintenant construire un modèle de régression simple. Supposons que on veut juste prédire, en fait, on veut utiliser l'ancienneté de performance pour prédire le rendement. Donc, on va construire un modèle simple. Comme j'ai dit, c'est vrai qu'on a obtenu une corrélation intraclasse au modèle 0, mais au modèle 1, on va juste construire une régression simple. Commencez toujours par les modèles simples. On va construire le modèle ici. Donc, notre seul prédicteur, c'est l'ancienneté de performance. Mais on va pas s'arrêter là, on va partir maintenant au modèle 2. Au modèle 2, en fait, on va construire un modèle avec une ordonnée, voilà, aléatoire et une pente fixe. Souvenez-vous que le premier modèle, modèle 0, c'était juste pour prédire l'ordonnée, en fait. C'était juste pour prédire l'ordonnée. Mais au modèle 2, on va faire un modèle avec une ordonnée aléatoire et une pente fixe. Ce serait un modèle de ce genre. Voilà, donc on a dit ici que la pente était fixe. Voici B1 qui est fixe, mais notre ordonnée qui est B0 est aléatoire. Donc, voilà pourquoi on va l'estimer ici encore. Donc, c'est comme ça que le modèle va se présenter. Maintenant, après ça, en troisième lieu, on va essayer maintenant de faire un modèle d'ordonnées et de pentes qui sont tous deux aléatoires. Donc, c'est un modèle de ce genre. Donc, on va voir que parce qu'ils sont aléatoires, on doit les estimer de cette manière, l'ordonnée et les pentes. Donc, on a 4 modèles en fait. On a fait ces modèles. Maintenant, si la corrélation intraclasse nous donne un résultat peut-être qui nous convainc qu'on a une structure à au moins 2 niveaux, alors on va maintenant tester ces deux modèles, modèle 2, modèle 3, pour voir entre les deux modèles, en fait, on va comparer les indices pour voir quel est le modèle le plus approprié. Parce qu'un challenge ici à retenir, c'est qu'on doit maintenant tester pour voir en fait, est-ce qu'on doit garder nos ordonnées, nos pentes fixes ou aléatoires? Donc, c'est un challenge aussi ou bien un problème, pas un problème, mais c'est une question à répondre, voilà, dans la modélisation multiniveau.
Donc, rapidement, quelques hypothèses ou des questions spécifiques à traiter. Donc, il y a des hypothèses, en fait. Généralement, quand certains font de la modélisation multiniveau, ils oublient, en fait, ce volet-là. Mais c'est très important de se souvenir qu'il y a des hypothèses. Dans l'hypothèse 1, en fait, on peut se poser la question suivante. Les résidus de niveau 1 sont-ils normalement distribués? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on a besoin d'une distribution normale des résidus de niveau 1. Ensuite, la variance résiduelle de niveau 1 est-elle constante entre les grappes? Dans notre exemple, peut-être entre les écoles. Est-ce que la variance résiduelle est constante? Parce que cette modélisation demande qu'il y ait une variance constante des résiduels de niveau 1. Ensuite, l'hypothèse 2, on peut se poser une question. Les prédicteurs de niveau 1 inclus et omis ne sont-ils pas liés aux résidus? Voilà, on ne veut pas qu'il y ait un lien entre les prédicteurs et les résidus. Donc, c'est quelque chose aussi à vérifier. Et il y a des méthodes pour vérifier, mais ici, c'est pour vous donner une idée, en fait, des choses que vous devez savoir. C'est comme un checklist, en fait. Vous savez que vous devez vérifier ces méthodes et tout. Hypothèse 3, les résidus de niveau 2 sont-ils normalement distribués? Parce qu'il faut aussi que les résidus de niveau 2 soient aussi normalement distribués. Hypothèse 4, les prédicteurs du niveau 2 inclus ne sont-ils pas liés aux résidus du niveau 2? Donc, la même chose aussi pour les niveaux 1. Au niveau 2 également, on ne veut pas qu'il y ait un lien entre les résidus du niveau 2 et les prédicteurs du niveau 2. La cinquième hypothèse, on veut savoir est-ce que les résidus du niveau 1 ne sont-ils pas liés aux résidus du niveau 2? Parce qu'il faut que ces deux résidus ne soient pas liés en fait. Et pour finir, l'hypothèse 6, les prédicteurs du niveau 1 inclus omis ne sont-ils pas liés aux résidus du niveau 2? Donc, on ne veut pas qu'il y ait un lien entre les prédicteurs du niveau 1 et les résidus du niveau 2, en fait. Donc, voici des hypothèses à vérifier. Donc, ici, déjà, c'est pour vous rappeler encore la complexité de ce modèle, d'où s'assurer qu'on a besoin d'utiliser avant de l'utiliser. Donc, quelques forces, en fait, de la modélisation multiniveau, c'est qu'elle corrige le problème de dépendance des observations associées aux données ayant une structure nichée, c'est-à-dire une structure emboîtée. Donc, elle permet de vraiment corriger le problème de dépendance, en fait, parce que avant l'introduction de cette méthode, par exemple, on ne savait pas comment faire les modélisations lorsque il y avait la dépendance des observations. Ensuite, elle permet aussi la modélisation simultanée des relations au niveau micro et macro. Par exemple, une personne dans une organisation, des élèves dans une école, etc. Et elle permet aussi l'interaction. C'est aussi un point à souligner. Ensuite, elle s'utilise autant avec des données longitudinales et puis transversales. Donc, on peut l'utiliser avec des différents types de données. Donc, c'est aussi une force de cette modélisation. Ensuite, comme limite, rapidement, il faut savoir qu'elles sont d'un niveau de complexité élevé. J'ai plus le soin de dire, en fait, c'est important de le souligner, en fait, pour vous aider à savoir, en fait, lorsqu'on veut s'y mettre dans cette modélisation, on sait on doit vraiment s'y mettre. Voilà, parce que ça demande beaucoup de choses. Ensuite, les données doivent posséder une structure hiérarchique au sujet de laquelle l'information doit être disponible. Voilà, donc il y a ça aussi, qui a aussi une limite. Ensuite, elle requiert un nombre suffisant de personnes dans chaque groupe, ainsi qu'un nombre suffisant de groupes. Donc, par exemple, certaines personnes pensent qu'il faut avoir au moins 30 personnes par groupe et avoir au moins 10 groupes. Donc, vous allez voir que ça fait combien? Ça fait 300. Donc, ça demande aussi une grande taille d'échantillon dans l'ensemble. Donc, voici quelques limites. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Sinon, on va passer à la prochaine présentation avec la nouvelle mesure répétée. Des questions? OK. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la nouvelle mesure répétée.